Je suis à l'orée d'un petit sous-bois. Vous voyez ici, c'est un passage animalier. Il y a des petits animaux qui passent, qui viennent boire ici et qui remontent là-bas. Et en même temps, je regarde les plantes qui commencent à pointer leur nez. Il faut dire que cette année, j'ai l'impression que le printemps démarrera un petit peu plus tôt. En tout cas, beaucoup de plantes ont déjà fait des feuilles, ont déjà fait des fleurs. Comme vous le voyez ici, on a des phytières fausses redoncules qui sont là, très jolies fleurs. On a en feuille ici la reine des prés qui ne forme pour l'instant que ces toutes petites feuilles sur des petites tiges, des orties évidemment. Et la plante dont on va parler aujourd'hui, qui se fond très bien parmi toutes les autres, grâce à un maquillage qui est très joli. Cette plante, c'est un arôme, et celui-ci, en l'occurrence, s'appelle l'arôme d'Italie. Nous allons ensemble voir comment cette plante est réellement intéressante pour nous, et quel rôle elle a eu quelque part dans l'histoire. Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Je vais vous emmener avec moi. Aujourd'hui, nous allons observer d'un tout petit peu plus près cette plante sauvage qu'on appelle l'arôme, et en l'occurrence l'arôme d'Italie. Je me suis placé ici au milieu d'un endroit où il y a énormément d'arômes. Ce sont des arômes d'Italie. Alors, je vais vous présenter l'arôme d'Italie. Pourquoi? Parce que nous sommes très tôt dans l'année, mais l'arôme tacheté possède absolument les mêmes propriétés et les mêmes utilisations. Différence entre les deux, nous allons la voir tout à l'heure, mais surtout, l'arôme d'Italie pousse plus au sud de la France, on va dire la moitié sud de la France, alors que l'arôme tacheté pousse un peu plus au nord, c'est-à-dire largement au-dessus de la Méditerranée. Il faut déjà être bien dans le centre pour qu'il y ait de l'arôme tacheté. Et la différence fondamentale surtout, c'est que l'arôme d'Italie démarre sa croissance beaucoup plus tôt, dès le mois de décembre, dans les endroits où il pousse, alors que l'arôme tacheté commence à pousser à partir du mois de mars seulement. L'arôme d'Italie, comme l'arôme tacheté, est pratiquement tout le temps présenté comme étant une plante toxique. C'est vrai que cette plante possède quelques contre-indications, mais comme tout appareil, elle a un mode d'emploi qu'il faut connaître. Néanmoins, sont passées sous silence la plupart des propriétés de cette plante, et ces propriétés sont relativement importantes. À travers cette plante, j'avais envie aussi de montrer comment les hommes, au travers de l'histoire, oublient volontairement ou par ignorance l'emploi de certaines plantes au profit peut-être d'autres médecines un petit peu plus faciles. Nous allons ensemble observer cette plante d'un peu plus près et voir comment il est non seulement facile de pouvoir la repérer, de pouvoir la reconnaître, mais aussi de l'utiliser le cas échéant. Les arômes sont facilement reconnaissables. D'abord, ils poussent en petits bouquets, c'est-à-dire qu'il y a 2, 3, 4 feuilles qui poussent ensemble sur un même pied. Pourquoi? Parce que la plante forme en bas une espèce de petit tubercule avec quelques petites radicelles à partir desquelles partent donc ces feuilles. Ces feuilles, on va les regarder, elles sont vraiment très caractéristiques. Et elles sont faciles à reconnaître. Voilà. Déjà, elles sont portées par un pétiole qui est assez long. En général, ce pétiole est de section, on va dire, à peu près ronde, mais par petits pans légèrement plats. Et la partie basse de celui-ci enveloppe on va appeler ça le collet central de ce bouquet.
les feuilles sont systématiquement triangulaires, quelles que soient les espèces d'arômes. Donc 3 pointes, et surtout 2 pointes qu'on trouve en bas de la feuille au niveau du pétiole. Ces feuilles, pour ce qui concerne l'arôme d'Italie, sont marbrées de blanc. C'est un moyen de camouflage qui est parfait, car lorsqu'ils sont au milieu des autres herbes, on ne les voit pratiquement pas. Alors ces marbrures peuvent varier d'une plante à l'autre. Certaines possèdent des marbrures plus épaisses, et sur la marge, sur l'extérieur du limbe ici, ils ont aussi un dessin blanc assez prononcé. D'autres feuilles ne sont pas marbrées mais possèdent des taches blanches. Je ne sais pas s'il y en a ici autour. Là je n'en ai pas. Ah si, en voilà une. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir là-bas, mais vous le verrez tout à l'heure dans des images plus en détail. Mais sur cette feuille, il y a simplement des taches qui sont dispersées des deux côtés de la nervure centrale, ici, sur le limbe. Il existe aussi des arômes dont les feuilles triangulaires sont simplement vertes, plus ou moins vertes, mais sans aucune marbrure ni tache. Ce sont aussi des arômes, soit d'Italie, soit tachetés, mais ils n'ont pas de coloration particulière. Il existe aussi une espèce d'arôme qui pousse tout autour de la mer Méditerranée. Alors ce sont des arômes qui sont beaucoup plus petits que ceux-là, qu'on appelle des arysaromes. Et cette espèce-là, c'est l'arysarum vulgaire ou le capuchon du moine. Pourquoi cet arysarum a été très important, tout comme d'ailleurs l'arôme tacheté et l'arôme d'Italie? Eh bien, c'est que pendant les périodes de famine et de disette, les populations ont consommé le tubercule de ces plantes pour pouvoir survivre dans ces moments où il n'y avait aucune alimentation disponible. Vous voyez comme quoi une plante aussi commune et pourtant qualifiée de toxique aura pu servir l'humanité, ou du moins une partie de l'humanité, à survivre. Un dernier point important sur l'arôme d'Italie, avant de passer à des images plus détaillées dans la seconde vidéo, c'est son mode de reproduction. Il est assez particulier car c'est une plante qui utilise les insectes pour se reproduire. Elle forme, quand c'est la fin du printemps, des espèces de feuilles un petit peu allongées, enveloppantes, qui s'arrondissent et qui contiennent à l'intérieur ce qu'on appelle une massue, une espèce de tige, si vous voulez, épaissie, qui à la base contient des fleurs mâles et femelles. Mais cette plante ne peut pas s'auto-féconder, c'est-à-dire que les fleurs mâles et les fleurs femelles de la même plante ne mûrissent pas au même moment. Donc, cette plante produit une odeur très désagréable, une odeur de, je dirais, de choses en décomposition, qui attire les insectes, justement, qui vont sur les crottes, qui vont sur les choses pourries. Cet insecte, attiré par cette odeur, qui est très bonne pour lui, évidemment, pénètre à l'intérieur de cette feuille qui est arrondie, qui est enveloppante, coulisse tout en bas de cette petite massue, cette espèce de petite tige épaissie qu'il y a à l'intérieur, et vient se mettre en contact avec le pollen des fleurs mâles. À la suite de quoi, le lendemain, la plupart du temps, donc elle reste pendant un certain temps bloquée à l'intérieur de cette fleur, et ensuite, le lendemain, elle repart, étant chargée du pollen de cette plante pour le transmettre à une autre plante un peu plus loin, un autre arôme évidemment. Pour vous permettre de percevoir un petit peu l'étendue des possibilités que nous offrent les plantes sauvages, et en même temps pour pouvoir imager tout ce qu'on a perdu concernant l'emploi de celle-ci, je voudrais vous citer le cas d'un médecin de campagne qui s'appelait Cazin. Un médecin de campagne, un docteur en médecine qui a été très illustre à son époque, car il a soigné pendant le cours de sa vie toutes les personnes pratiquement qu'avec des plantes sauvages, et nous avons, grâce à lui, un ouvrage qui est très intéressant, un peu volumineux peut-être, mais un ouvrage sur à peu près 200 plantes sauvages indigènes de France, avec leur, je dirais, leur présentation, et surtout l'emploi qui a été fait de celle-ci durant à peu près un siècle. Donc je voudrais utiliser
un cas qu'il a cité dans son ouvrage concernant l'emploi de l'arôme tacheté. Dans les années 1850, le docteur Cazin fut amené à consulter dans une famille un jeune enfant de l'âge de 7 ans. Et depuis 18 mois, depuis 1 an et demi à peu près, il avait une articulation au niveau du bras qui était enflammée au point d'avoir produit une espèce de tumeur grosse comme un poing que personne n'arrivait à soigner. 3 médecins au chevet de cet enfant depuis déjà plusieurs semaines conseillaient maintenant l'amputation du bras pour pouvoir sauver la vie de l'enfant. C'était en même temps l'avis de ce médecin lorsqu'il est arrivé, mais les parents, ne voulant pas de cette opération, ont demandé encore un délai d'une quinzaine de jours pour pouvoir essayer de trouver une solution. Ce que fit ce docteur est très intéressant, car il montre à quel point celui-ci était ouvert. Il demanda les conseils d'un guérisseur de la région. Quel conseil lui fut donné? Le guérisseur lui conseilla alors de piler des feuilles d'arôme tacheté et d'utiliser une décoction des racines de cette plante afin d'enduire la tumeur et l'articulation de l'enfant. Pendant 3 mois, cette thérapeutique fut utilisée et au bout de 3 mois, la tumeur avait complètement disparu. Il ne restait qu'une toute petite inflammation au niveau de l'articulation, ce qui sauva le bras de cet enfant. Ceci n'est qu'un exemple, bien sûr, de tout ce que nous avons perdu de la connaissance des plantes sauvages. Il y a bien d'autres exemples qu'on pourrait citer encore, mais nous en verrons peut-être dans d'autres vidéos. Fort de ces quelques informations, nous allons donc pouvoir maintenant passer à la vidéo numéro 2 qui nous permettra, dans un premier temps, de voir bien plus en détail cette plante pour pouvoir la reconnaître, et vous verrez en même temps son mode de reproduction qui est vraiment particulier. Et dans un deuxième temps, nous allons voir comment utiliser cette plante pour la consommation, c'est-à-dire comment ont fait les populations anciennes pour pouvoir se nourrir pendant les périodes de famine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à notre époque, il existe toujours des gens qui consomment des arômes pour se nourrir.